Bonjour. Donc, puisque ça fait du bien de parler, d'échanger, de s'écouter, on continue avec une table ronde sur refonder la formation. Et on va accueillir 5 intervenants d'horizons divers et de qualité qui se présenteront à leur tour. Avant de vous dire quelles questions on s'est posées tous ensemble pour cette table ronde, on va se présenter. Nous sommes 2 discutants. Moi, je m'appelle Johan Vergès, je suis médecin généraliste, assistant universitaire de médecine générale et membre de Réagir, c'est un regroupement de jeunes médecins généralistes. Alors moi, je suis un peu plus vieille. Martine Dutoit, je suis fondatrice de l'association Advocacy France. Donc, vous aviez tout à l'heure notre président. Donc, une association d'usagers. On tient beaucoup à cette dénomination politique. Pour nous, c'est très important puisque nous sommes sur la défense des droits et le droit aussi de refuser d'être en contention et d'avoir un traitement. Voilà, donc on va laisser nos intervenants pendant 10 minutes répondre à nos questions. Et la première question, je te passe le micro. Donc on a dégagé 2 questions des réunions de préparation qu'on a eues ensemble. On va vous laisser répondre aux 2 à la fois. Et comme Bruno ce matin, je mettrai le chronomètre pour qu'on reste dans les temps. Première question, en quoi faire culture commune avec d'autres, que ce soit d'autres partenaires ou d'autres modalités de formation, permet d'avoir un impact sur les pratiques de soins et sur les relations avec les patients, les personnes concernées? Et en complément, en fait, est-ce que vous changez la nature du savoir et quand on est dans cette relation de savoir, est-ce qu'on change la relation au pouvoir? On passe à côté. Alors je crois que c'est Monsieur Vidaillet qui commence. Merci. Voilà, donc Pierre Vidaillet, je suis psychiatre universitaire à Strasbourg et je Non, suis... Pierre, je t'interromps 2 secondes. En fait, le micro, on m'a dit la le mettre plus consigne. proche. Voilà, il faut le mettre exactement comme ça. Je vais faire comme ça. Je suis président aussi du collège universitaire des psychiatres français depuis 3 ans. Et les psychiatres universitaires ont la triple mission d'enseignement, de recherche et de clinique avec la certitude qu'il ne faut pas que ces 3 missions soient détachées de la réalité de l'organisation des soins, particulièrement en psychiatrie. Et donc, on y est très, très attaché. Alors, les universitaires, c'est un peu particulier parce qu'on est très peu nombreux, en fait, hein, même si on parle souvent de nous, et qu'on suscite là aussi des débats et des ambivalences sur les positions qu'on peut avoir par rapport aux hospitalo-universitaires. On est à peu près 300. Et alors, je ne sais pas comment on est dans le classement des espèces que j'ai vu tout à l'heure, mais je pense un peu à risque quand même aujourd'hui, pas forcément qu'en psychiatrie, hein, mais plus largement dans l'ensemble des spécialités médicales. Et pourtant, on est vraiment attaché et soucieux des missions qui nous sont confiées. Et je parlerai essentiellement ici de la formation, qui est une part importante. Et pendant la mandature que j'ai eue là comme président du collège, on a mis en route une nouvelle maquette de la formation de la psychiatrie, dont je voulais vous parler un petit peu, parce que ce n'est pas seulement pourquoi, c'est aussi comment on fabrique l'éducation des futurs psychiatres, des futurs soignants, et le comment va déterminer aussi la façon dont on conçoit les choses. Et d'ailleurs, je serais intéressé de discuter de la question de la dénomination d'usager et éventuellement à ce propos. Alors, la nouvelle maquette pour la formation des futurs psychiatres, en tout cas, se fait en 5 ans, alors qu'elle était en 4. Elle donne une place différente à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, puisqu'elle est en parallèle à la psychiatrie de l'adulte, tout en restant une discipline unique. Mais au bout de 2 ans, finalement, les futurs psychiatres vont devoir s'orienter vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou vers la psychiatrie de l'adulte, ce qui permet un socle commun et partagé de connaissances et de compétences. Et on pense que cette place
particulière de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui n'existe pas partout, hein. Par exemple au Canada, c'est pas le cas, va permettre une attractivité qui est importante, hein, comme l'ont montré récemment encore les rapports sur la santé mentale des jeunes. Alors la maquette met l'accent sur un certain nombre d'évolutions aussi au travers de ces 5 ans, une formation particulière à la psychothérapie. C'est extrêmement important, évidemment, les approches psychothérapiques pour les patients. Moi, je suis sensible aussi à la pharmacothérapie parce que les psychiatres, on est quand même les seuls à pouvoir prescrire de façon un peu élaborée les psychotropes. Et là aussi, ça nécessite des connaissances approfondies et spécifiques. On ne prescrit pas comme ça simplement des médicaments comme les psychotropes. Et les psychiatres, finalement, sont les seuls à pouvoir le faire. Donc il faut, je pense, être attentif à cette place. Alors évidemment, une formation à la recherche aussi, hein, et on le verra, la recherche, ce n'est pas forcément de la recherche biologique, génétique, et qui a aussi son importance, parce que c'est quand même la recherche d'aujourd'hui qui sûrement dit un peu la clinique de demain, et ça serait vraiment dommage que la France abandonne cette position de perspective sur l'avenir des soins. Et puis, il y a 2 nouvelles options, alors qu'on appelle tardives, où il va y avoir possiblement une surspécialisation. En tout cas, il y avait la psychiatrie de la personne âgée, parce qu'une des caractéristiques aussi de notre spécialité, de l'enseignement de notre spécialité, c'est de se situer à tous les âges de la vie. C'est pas pareil, par exemple, pour les neurologues, hein, où c'est les pédiatres qui font la formation à la neuropédiatrie. Nous, c'est à tous les âges de la vie. Et puis, la psychiatrie périnatale. Voilà, on ne va pas en discuter de son importance qui est extrêmement grande, puisque là aussi c'est sûrement de la prévention pour l'avenir. Et puis la psychiatrie légale, on était un des rares pays européens à ne pas avoir cette dimension qui est extrêmement importante. Enfin, si vous en parlez à la justice, ils vous le diront aisément. Alors, on a été attentif aussi à faire que la psychiatrie reste une spécialité dans son ensemble avant de se surspécialiser, contrairement là aussi à d'autres spécialités, mais en permettant quand même des surspécialités, parce que c'est vrai que la situation s'est quand même complexifiée et nécessite des connaissances et des compétences particulières. Alors justement, dans le contenu de la formation, ça se décline classiquement maintenant c'est dans toutes les spécialités médicales pareilles, entre connaissances et compétences. Alors moi j'ai la faiblesse de penser que les connaissances sont nécessaires et l'acquisition des connaissances est nécessaire. Alors certains me disent là il y a Internet, de quoi on a besoin, on n'a qu'à taper et on trouvera l'information, sauf que si on ne sait pas que l'information existe, on n'ira pas la rechercher. Alors, cette connaissance, la maquette permet quand même un socle de connaissances nationales. Ça, je pense que c'est important aussi pour nos interlocuteurs, tout en permettant une identité particulière à chaque subdivision. Et franchement, on est quand même pour la pluralité des connaissances et des approches pour la formation, pour l'éducation, mais aussi pour la pratique. Et on pense que la pratique en psychiatrie, qui a été un petit peu critiquée dans ces différentes approches et qui, sur le plan d'un message politique, peut poser problème, on pense que ça fait partie intrinsèque de notre métier et de l'approche de la santé mentale. C'est un peu la carte et le territoire. Il va falloir plusieurs cartes de lecture pour comprendre un territoire comme le fonctionnement psychique d'un homme au sein de son ensemble des humains et sur un territoire qui bouge, parce que la psychiatrie, elle est nécessairement en mouvement, puisque la société, la compréhension de l'homme au sein de la société bouge. Et comme on est au cœur de ça, nécessairement, elle ne sera jamais stabilisée. C'est une de nos forces et une de nos faiblesses. Et puis les compétences, alors ça on est finalement comme une formation à un métier, avec un savoir et puis la mise en œuvre de compétences dans des stages, comme les plombiers, les bottiers. Et d'ailleurs, on y est attaché parce qu'on est un métier artisanal, c'est-à-dire qu'on va normalement essayer de tricoter sur mesure un ensemble de règles du métier. On essaye
Et on se heurte, je pense, à une médecine aujourd'hui plus industrielle, et c'est un des points de tension, je pense, qu'on a. En tout cas, on essaye d'apprendre cette mise en situation des connaissances dans un environnement complexe, parce que nous, ce n'est pas seulement la complication auquel on a affaire, mais c'est la complexité. Je ne vais pas détailler de ça, mais c'est un peu, les deux notions sont un peu différentes. Alors évidemment, cet apprentissage des compétences se fait auprès des équipes, auprès des patients, auprès des familles, auprès des associations, lors des stages. Aujourd'hui, il y a un outil pédagogique supplémentaire qu'on connaît depuis longtemps, et d'ailleurs qui est intrinsèque à la condition d'humain aussi, c'est ce qu'on appelle la simulation. L'homme apprend par la simulation pour vivre et dans son environnement depuis tout petit, et pour apprendre les conditions de son interaction avec les autres. La médecine s'y est mise très tôt, ça date des années 1600. Et puis finalement ça a été plutôt laissé de côté pour différentes raisons, alors que d'autres champs professionnels s'y sont beaucoup donnés, comme l'aéronautique ou le nucléaire. Et aujourd'hui, la simulation revient en force en médecine, et on a structuré là aussi des objectifs communs de formation par la simulation des futurs psychiatres. Alors, la simulation, elle a plusieurs avantages. Elle va permettre de jouer et de rejouer, ce qu'on ne peut jamais faire en réalité. Elle va permettre aussi de se mettre à la place de l'autre, et d'apprendre un peu l'empathie. C'est-à-dire qu'on peut... Évidemment, on le fait, c'est le temps qui est passé. Bon, je vais aller très vite. Elle permet de se mettre à la place de l'autre, des attitudes réflexives. Elle permet surtout une interprofessionnalité avec les autres champs des professions. Je passerai donc très vite avec les infirmiers, avec la justice, et puis aussi avec d'autres spécialités médicales. Je pense par exemple, nous, à une formation qu'on a avec les dentistes. Le soin de la bouche est extrêmement important pour les patients, et c'est une façon d'occuper aussi notre place parmi les autres spécialités pour les acculturer à notre discipline. Et puis, on pourra parler aussi d'un programme particulier, le programme RID, qu'on a monté avec les collègues de Lille, et qui là intègre aussi des patients dans la formation. C'est extrêmement apprécié des étudiants en médecine, et très tôt, ça permet de parler d'aider, à mon avis, à la déstigmatisation de la pathologie mentale. Merci. Donc vous nous avez dressé un état des lieux et quelques pistes qui sont déjà mises en place. On va passer la parole à Linda. Je crois que vous n'êtes pas psychiatre. On m'entend toujours pas. Si. Bonjour à tous. Linda Mesner, je suis là comme membre du conseil d'administration de l'association des jeunes magistrats. Linda, donc oui. Je voulais juste te dire de bien mettre ton micro. Pardon. Voilà. Oui, c'est vrai. Les micros au tribunal, c'est pas comme ça. Et la plupart du temps, à vrai dire, surtout dans l'aspect civil, on n'a pas de micro. Les gens sont face à nous, en fait, comme vous, dans vos cabinets. On a les gens directement. Contrairement à ce que vous imaginez, la problématique des blouses blanches, nous, la problématique de la robe, on l'a aussi. Mais c'est très souvent au pénal, et finalement, la justice est connue par ce prisme répressif. Mais la justice, c'est à la fois le droit pénal, mais également le droit civil, qui est l'aspect de protection, en réalité. L'avantage ou la complexité. Pour rebondir sur l'intervenant précédent, c'est que j'interviens au titre des deux, puisque j'ai exercé quasiment toutes les fonctions, je crois. Mon propos, c'est pas ça. D'abord, c'est un honneur d'être là, merci. Vous, c'était quoi votre matière favorite à l'école? Réfléchissez une seconde. Et celle que vous détestiez, mais finalement, en vrai, dans la vie, ça vous a servi. Moi, c'était la philosophie, j'adorais ça, j'aime toujours ça d'ailleurs, et je détestais le latin à un degré que vous n'imaginez pas, alors qu'en réalité, maintenant, je suis extrêmement contente, j'allais dire grateful, je suis désolée, c'est le mot anglais qui me vient, reconnaissante, c'est ça que je cherche, d'être capable d'orthographier le français, vous voyez, alors que c'est ma langue maternelle, c'est une langue étrangère, et je rends la justice au nom du peuple français. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas moi une personne, c'est au nom de nous tous, moi, vous. Et nous venons à notre sujet. Mon intervention, en réalité, pourrait tenir en une phrase. Il est essentiel que
la médecine que la justice se rencontrent. Et comment? Dès le stade de la formation initiale. Pourquoi? Parce que les connexions sont telles, entre justice et médecine, c'est évident, que être familiarisé avec le domaine légal d'entrée de jeu change tout. Là aussi, pourquoi? Parce que il faut que l'on se comprenne. Ce qu'on a appris au départ, ça modèle le reste. C'est pour ça que je vous ai posé cette question au début. Et lorsque vous parlez un langage et que moi j'en parle un autre, le langage structure la pensée. Donc si nous nous comprenons avec les mots, eh bien nous ne pouvons qu'aller dans la même direction finalement. Parce qu'on a un vocabulaire, justice et médecine, spécifique, vraiment complexe. Si je vous parle de bail amphithéotique, ça ne vous parle pas. Si je vous dis, vous louez quelque chose pour 99 ans, tout d'un coup, tout s'éclaire. Et vous, c'est la même chose d'ailleurs. J'ai entendu plein d'acronymes que je n'avais jamais entendus et que je ne comprenais pas et m'en voulais pas, je m'en souviendrai pas. On partage les mêmes buts, au moins certains. On veut être compris, puis on veut être utile quand même. Et en plus, on partage beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a tous, autant qu'on est dans le praticien, en justice, médecine, le secret professionnel et aussi le secret partagé. Et quel intérêt ça a? Par exemple, j'ai été juge aux affaires familiales. Eh bien moi, lorsque je faisais des auditions de mineurs, je choisissais de communiquer les auditions que j'avais réalisées moi, je ne suis absolument pas psychiatre, à l'expert médico-psychiatrique ou médico-psychologique. Pourquoi? Parce que je pense que cela étaye, votre analyse de praticien. Parce que je pense que cela peut aider. J'ai été juge des enfants, j'ai en tête une jeune fille, on l'appelait avec ma greffière par la main. C'est pas très gentil. Pourquoi on l'appelait comme ça? Parce qu'en fait, elle venait avec ce que sa mère lui avait dicté, écrit à la main, sur la main. On l'appelait toujours comme ça. Et je pense que nous communiquer un certain nombre de choses et nous comprendre, c'est aidant. C'est du gagnant-gagnant. Pourquoi c'est du gagnant-gagnant? Pour moi, actuellement, je suis notamment juge des tutelles. Quand je lis des certificats médicaux de médecins généralistes ou de médecins experts qui sont inscrits, moi, je dois décider quelle est la mesure de protection la plus adéquate. Et ce ne sont pas qu'une mesure de tutelle. Je discutais à l'occasion de la pause avec un patient, en réalité, que les mesures vont de blanc à noir avec toutes les nuances de gris. C'est ce que notre intervenant disait par rapport au rapport. Eh bien, là, une compréhension plus fine des enjeux médicaux me permet de faire de la haute couture plutôt que du prêt-à-porter, puisqu'on a commencé sur les vêtements. Et ça, c'est pour moi. Donc, je rends des décisions plus éclairées, c'est certain. Pour vous, quel intérêt? Pour vous, être formé sur des critères légaux, en fait, ça rend votre rôle crucial immédiatement utilisable. Pourquoi? Parce que, puisqu'on prend en compte votre appréciation, tout de suite, ce que vous apportez, ça sert dans leur vie, tout de suite. Vous élargissez vos connaissances, donc vous répondez mieux aux besoins des patients, je veux dire. Et en formation, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Parce que je vous dis, moi, je pense qu'il faut qu'on vous amène des magistrats dans votre formation initiale. Et par exemple, je peux vous montrer tout un tas de certificats médicaux que j'ai dans mon cabinet de tutelle, en les anonymisant, bien sûr, et où on peut discuter de pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi vous avez choisi tel mot, c'est quoi les critères légaux, pourquoi vous mettez ça, et pourquoi nous, qu'est-ce qu'on cherche en fait? C'est ça, je pense, qu'on peut vous apporter. En plus, là aussi, si on réfléchit, je vais essayer de faire l'hôtesse de l'air. Vous allez voir pourquoi, mais c'est pas facile avec un micro dans la main. Les magistrats, les psychiatres addictologues et les praticiens en général, on travaille en parallèle, hôtesse de l'air, sur des publics qui sont en réalité souvent identiques. Ce sont les mêmes personnes en réalité. Et là aussi, c'est le cas. Donc, là aussi, magistrat, c'est un mot super vague. Moi, je ne suis pas procureur de la République. Mais... Donc, ok, juge des enfants, par exemple la maltraitance, juge aux affaires familiales, juge des tutelles, je vous l'ai déjà dit. Le juge d'instruction. Donc le majeur, le mineur auteur, il faut une expertise sur la personnalité, par exemple. Au tribunal correctionnel, il nous faut les antécédents médicaux. Le juge de l'application des peines, juge des libertés et de la détention, parce que les soins sans consentement, ça vous intéresse aussi. Et puisqu'on est des professionnels qui connaissent des mêmes personnes, pour autant, on ne se croise pas.
Sauf que la seule chose que moi je peux vous proposer, la plus concrète qui soit, c'est venez rencontrer vos patients, ou vos ex-patients, ou vos futurs patients. Venez. C'est très simple, vraiment. D'accueillir des étudiants en médecine dans des tribunaux, vous n'avez pas idée. Pourquoi c'est simple? Parce que nous, on a le même système, je pense, que l'internat. Je ne veux pas me lancer sur des choses que je ne connais pas trop, hein. Mais je crois que c'est la même chose, au sens où nous formons nos pairs. Et on a l'habitude, si vous saviez le nombre de stagiaires, j'ai encore accepté un stagiaire en 3e, là, à côté de nous qui nous observe. Donc, vous voyez, ça ne me perturbe pas d'avoir, je veux dire, je perds toujours à des gens, il y a toujours des gens qui me regardent. C'est pas grave, enfin, je veux dire, au contraire, venez. Venez parce que on n'a pas cette chance d'avoir des échanges et des retours. Et tant qu'à faire, venez voir ce que ça donne quand les patients sont derrière un bureau où les attentes sont très différentes. Nous, ils ont peur de nous, même quand on est dans la protection. C'est très, très... au civil, je vous parle, hein, là, comme j'ai dit tel. Et même au pénal, alors que l'objectif, par définition, c'est de rendre la justice pour tous. Ça n'est jamais... c'est juste d'appliquer les règles de loi, finalement. Et c'est beaucoup déjà. Alors, ça, c'était la première question. La deuxième question, j'arrive au bout du temps. 30 secondes, je vous conclus. Parce qu'il faut que je vous emporte la conviction, dis-nous. Comment je vous emporte la conviction? À quoi ça sert? Un autre aspect intéressant pour vous, si on intervient en formation initiale, c'est vous rendre comme... ça vous permet d'être des praticiens plus confiants. Pourquoi? Parce que plutôt que de payer des assurances, une fortune, eh bien... apprenez réellement les quelques règles juridiques qui posent le cadre de votre éventuelle mise en cause de responsabilité. Parce que la réalité, c'est qu'au pénal, franchement, bon, sauf à vraiment essayer de tuer votre patient, ou lui faire mal, ou oublier un instrument, votre responsabilité est très faiblement engagée, ça c'est le pénal. Et l'aspect civil, pour caractériser la faute détachable de service, ça répond à des critères spécifiques. Donc autant les connaître, ça vous évitera, disons, d'être inquiet. Et je suis convaincue que si vous connaissez les règles, justement, vous êtes tous des gens intelligents, et ben vous exercerez mieux, parce que vous n'aurez plus peur de ça, alors que sincèrement, on m'oppose par moments des choses qui n'ont pas lieu d'être dans un cadre juridique. Voilà, bon, je conclus sur un conseil d'ex-JAF, puisque donc de juge aux affaires familiales, nous aussi nos acronymes. Pour que la relation fonctionne, chacun a besoin de connaître les besoins de l'autre. Donc je vous laisse méditer là-dessus, je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci. Très bien. On va passer donc la parole à Anne Vacher-Katzel. Bonjour. Donc moi je suis psychomotricienne et psychologue, coordinatrice du département des rééducateurs dans le service de pédopsychiatrie de la Pitié-Salpêtrière et parallèlement directrice de l'Institut de formation de psychomotricité à la Pitié-Salpêtrière et je suis ici au titre de la SFPE-ADA sur les disciplines associées. Donc la question que je me suis posée, c'est que peuvent apporter les disciplines associées dans la formation des pédopsychiatres, des psychiatres et addictologues. Et pour apporter des éléments de réponse, je me suis appuyée sur le constat des internes que j'ai réunis dans le service et je leur ai posé quelques questions. Et donc, du côté des savoirs, eux, ils disent qu'il manque cruellement de formation et de connaissances concernant tous les bilans psychologiques, orthophoniques, psychomoteurs, bilans qui concourent au diagnostic psychiatrique. Il manque de repérage développemental. Par exemple, ils abordent le développement de l'enfant simplement dans le cursus de la pédiatrie, mais absolument pas dans celui de la psychiatrie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Du côté des savoir-faire, les internes se sentent complètement démunis devant des patients sans langage. Comment jouer avec un enfant? Ils disent, moi je ne sais pas jouer avec un enfant, je ne sais pas quoi faire du jeu avec un enfant, ce qui rejoint un peu la question des psychothérapies. Qu'est-ce que je peux faire de ces dessins? Je ne comprends rien à ces dessins. Quels outils pouvez-vous nous transmettre? Du côté du savoir-être, les questions du corps sont peu abordées dans la formation des pédopsychiatres, psychiatres et addictologues, et pourtant sont très importantes. Comment se positionner par rapport à son environnement? La position du corps participe à la façon d'être en relation. Dans l'interaction par le corps, dans la posture, elle a un impact sur l'organisation du patient. Alors les réponses que je vous propose à l'occasion de cette journée d'études, du côté des savoirs, c'est déjà de la présentation des métiers et des disciplines associées au cours de la formation des pédopsychiatres. Ça fait 13 ans que je suis directrice de l'Institut de formation des psychomotriciens. Ça fait 13 ans que je me bats pour intervenir auprès de la formation des médecins tout court. Ça fait 13 ans que j'ai porte close.
Voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas gagné. Les psychomotriciens ont une approche développementale, que ce soit chez l'enfant, l'adulte ou le sujet âgé, qui ont une vision multidimensionnelle entre les fonctions psychomotrices, les interactions, les aspects cognitifs et exécutifs. Et je pense que cette approche tout à fait de la complexité de la personne, c'est tout à fait riche et que vous pouvez en prendre quelque chose. Du côté des savoir-faire, l'approche des médiations corporelles, artistiques et autres. Moi, dans mon service, je sensibilise tous les internes aux médiations corporelles, notamment aux enveloppements, les sensibilisations aux dispositifs comme la Stones-Hélène, et ils assistent tous à un bilan psychomoteur pour savoir ce que c'est. Et du côté du savoir-être, c'est peut-être le plus important, nous pourrions imaginer des ateliers dans la formation des pédopsychiatres qui ressemblent un petit peu à la question de la simulation, des psychiatres et addictologues, leur permettant à chacun de connaître ses capacités d'expression et sa gestuelle consciente et inconsciente, travailler son rapport à l'espace et au temps, expérimenter sa communication non verbale, appréhender ses émotions et ses conséquences corporelles, engager le corps dans la relation à l'autre. C'est ce que nous travaillons, nous, dans la formation. Et effectivement, dans ces ateliers, c'est le chemin d'une meilleure conscience corporelle, d'une expérience personnelle pour une meilleure prise en soin du patient dans sa façon d'être au monde. Il s'agirait pour chacun d'entre nous de réfléchir à sa posture et ses ancrages, ses émotions, sa disponibilité, sa capacité d'écoute, prendre conscience et ajuster sa communication non verbale avec le patient, trouver la bonne distance, qu'on appelle la proxémie, dans la relation thérapeutique et la communication avec soi et l'autre, patient, famille, collègues, faciliter ce que je nomme l'empathie corporelle et l'éthique du projet thérapeutique. Et pour cela, nous avons l'habitude de travailler sur deux grandes notions que sont la proxémie, qui a été un concept que je ne vais pas définir plus que ça, défini par Hall, qui a montré effectivement que nous avons tous, et en fonction des cultures, une façon de nous saisir un petit peu de l'espace. Et ce que nous appelons, dans notre langage aussi plus psychomote, le dialogue tonico-émotionnel, c'est un barbarisme peut-être pour vous, mais qui est extrêmement important, c'est comment effectivement on vit les émotions de l'autre à travers notre corps, comment on peut le lire sur soi pour mieux être avec son patient. En quelques mots, je vous ai présenté les quelques pistes de ce que les disciplines associées pourraient apporter aux différentes spécialités de la psychiatrie, pédopsychiatre, psychiatre et addictologue, au cours de leur formation. Nous voudrions ici souligner l'importance de notre disponibilité physique et psychique dans l'acte de soin. Elle facilite la relation et permet la distanciation. Se connaître mieux permet de lire différemment le patient à travers son corps et sa communication non verbale. Ces expérimentations dans des ateliers permettent, dans une éthique partagée, le respect du patient dans les actes de soins. Merci. Merci beaucoup. Vous nous avez donné des exemples de savoir et de compétences très concrets à apprendre et partager en faisant culture commune. Et on va passer la parole à Olivia Gross. Qui êtes-vous et pourquoi faire culture partagée avec vous ? Merci pour cette introduction et merci surtout pour votre invitation. Je suis Olivia Gross, je suis maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord, titulaire de la chaire de recherche sur l'engagement des patients. Et donc vous avez un peu la réponse à votre question dans cet intitulé. Moi, je vais vous parler de l'engagement des patients dans la formation médicale et en particulier des psychiatres. En fait, la santé mentale, c'est peut-être le domaine avec le VIH où on a dans le monde le plus d'études qui ont montré, et depuis le plus longtemps, qui ont montré ce que pouvaient apporter des patients dans l'enseignement. Alors, quand on évalue les effets, je vais vous parler en particulier des effets de l'intervention des patients dans les formations. Quand on étudie les effets d'une formation, il y a une manière assez classique d'évaluer ça, c'est de se référer à l'échelle de Kirkpatrick. L'échelle de Kirkpatrick, elle a 4 niveaux. Premier niveau, c'est la satisfaction des étudiants, leur réaction. Le deuxième niveau, c'est qu'est-ce qu'ils retiennent, les apprentissages. Troisième niveau, les compétences. Et quatrième niveau, qu'est-ce que ça change pour les personnes en soins dans la vraie vie. Alors, le quatrième niveau, personne n'évalue quasiment jamais. Les études sont très, très difficiles à monter. En revanche, voilà, pour ce qui est des autres niveaux, on sait beaucoup de choses donc, de la participation des patients dans les formations. Niveau 1, on sait que tous les étudiants sont satisfaits
et qu'ils estiment que ces enseignements sont très utiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'estiment beaucoup plus après être passé par ces cours-là qu'en amont. Niveau 2, on sait que, alors on a eu des études pré-post qui ont montré que les étudiants devenaient beaucoup plus sensibles aux spécificités socio-culturelles des patients, que leur représentation sur certaines situations avait vraiment changé et qu'ils avaient davantage confiance dans leur situation clinique. Ils ont leur capacité à répondre avec chaleur humaine a augmenté, ça a été mesuré par l'Affective Response Scale, et leur ressenti vis-à-vis de la dangerosité des patients a beaucoup diminué, et de même leur distance sociale vis-à-vis des patients. Alors niveau 3, qui va regarder un peu plus ce qui se passe dans la vraie vie, là, au niveau des compétences, il y a très très peu d'études qui sont allées voir ça, on en a 2, dont une en santé mentale, et c'est celle de Barnes de 2000, c'était une étude randomisée, et on n'a qu'un résultat qui s'est vraiment dégagé, mais il est très significatif, c'est le fait que le groupe de l'intervention, donc 143 étudiants, enfin devenus praticiens entre-temps, était beaucoup plus enclin à proposer aux patients d'associer leurs proches à leurs soins que le groupe témoin. Et d'ailleurs, ça, c'est un objet d'enseignement particulièrement porté par les patients. Alors, vous nous interrogiez aussi sur les rapports savoir-pouvoir et ce que ça pouvait changer. Alors, moi, je ne suis pas convaincue que les rapports de pouvoir dans les soins soient basés que sur une dissymétrie de savoir ou que sur des enjeux qui se situent à ce niveau-là, ne serait-ce que parce qu'il n'y a qu'à voir à quel point la stigmatisation des patients experts, dont on a beaucoup dit que leur soif de savoir était quasiment pathologique. Donc c'est pas parce qu'ils savaient des choses que les relations de pouvoir étaient plus équilibrées. Bon, à mon avis, dans les rapports de pouvoir, il y a notamment l'idée magique, et on en a parlé ce matin. Il y a une idée magique qui aurait d'un côté des soignants, de l'autre côté des patients, que ces catégories sont figées pour toujours. En gros, vous avez tiré une carte dans la vie, et une ou l'autre, et puis vous la gardez pour la vie, et en plus, ça vous détermine complètement. Or, ce qu'on sait sur ces programmes d'enseignement avec les patients, c'est qu'après en avoir bénéficié, les étudiants ils réalisent que les usagers sont des personnes comme vous et moi. Et ça, c'est dit en toutes lettres dans l'étude de 2008 de Ruch à laquelle je me réfère. En particulier, ils les voient comme beaucoup plus forts et résilients que ce qu'ils pensaient auparavant. Or, voilà, le principal dommage dans la vie, c'est quand on ne voit pas le même dans l'autre. Et de le voir, ça permet évidemment d'humaniser, de tout humaniser, et en particulier d'humaniser notre monde, qui en a vraiment besoin. Et ça, j'avais envie de le placer aujourd'hui. Voilà, on a pu aussi montrer que grâce à ces enseignements, il y avait vraiment une volonté d'entretenir des rapports moins dissymétriques. Par exemple, beaucoup moins d'utilisation de jargon. Et ça, Dieu sait que le jargon, les acronymes, jargonnage, voilà, alimente ces déséquilibres de pouvoir. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, mais je voudrais aussi souligner qu'un seul programme ne peut pas répondre à tous les besoins. Et ça, c'est vrai avec les usagers, c'est vrai avec les enseignants médecins. On n'est pas dans la pensée magique, on est dans la pédagogie. Ça veut dire qu'un programme d'enseignement, il doit se construire avec un rationnel, avec des objectifs d'apprentissage, des compétences visées et des évaluations en concordance, et une méthode pédagogique aussi alignée. Donc, si on veut diminuer les dissymétries de pouvoir, on ne monte pas le même programme que si on veut améliorer l'empathie des étudiants. Ce n'est pas du tout le même projet. Voilà. Moi, dans le cadre des programmes que je monte, ce que je cherche essentiellement, c'est diminuer les injustices épistémiques. Les injustices épistémiques, et les patients en psychiatrie en sont particulièrement la cible, c'est le fait qu'on ne les croit pas, que leur parole a peu de valeur, qu'on ne leur donne pas les référentiels qui leur permettent d'interpréter leur propre expérience, et parfois même les référentiels existants ne traduisent pas ce qu'ils ressentent. Donc à partir de là, je monte des programmes qui vont permettre
aux étudiants de réaliser la valeur des patients, la valeur de leur expérience, qui vont faire qu'ils les croient et en dépit de leur représentation initiale. Voilà, ce que je voudrais aussi dire, c'est que voilà, donc là, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas créer un programme qui va couvrir absolument tous les objectifs, mais aussi qu'un problème complexe comme la formation des étudiants, tout ce qu'ils ont à apprendre, ça ne peut pas être résolu par une solution unique. Donc l'enseignement par les patients, ça fait partie de l'arsenal des solutions. Je pense qu'il en est un ingrédient important, mais pour que ça fonctionne, il faudrait aller encore au-delà. Notamment définir avec les patients les compétences que vise la formation des professionnels selon eux. Peut-être même aller jusqu'à la définition des nosologies. On a parlé de la différence entre le ressenti par des patients de la maladie et telle qu'elle est définie par les psychiatres. Voilà. Je voudrais aussi dire que les études, elles ne sont pas toutes de très bonne qualité, mais elles apportent quand même un niveau de preuve suffisant qui fait que maintenant, tous ces enseignements par les patients, avec les patients, sont soutenus. Ils sont soutenus par la DGOS, là, dans cette maison. Ils sont soutenus par la Haute Autorité de Santé. C'est dans la loi de 2019. Mais en fait, on pourrait quand même faire un parallèle avec ce qui se passe dans les soins. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait des injonctions qui nous viennent du haut. Ces injonctions, ou plutôt ces orientations, elles doivent nous rassurer. C'est-à-dire qu'elles doivent nous dire que si c'est soutenu par la HAS, par la DGOS, on ne fait pas n'importe quoi si on le met en œuvre. Mais ça ne se fera pas sans l'envie et sans le désir des intéressés. Donc ça, ce désir, personne n'a la main dessus. Ça vous revient complètement. Voilà, moi je peux vous dire que ça me paraît, de là où je me situe, absurde de vouloir enseigner l'approche sur les patients sans patients. Je peux vous dire que voilà, les données probantes, elles sont là, mais à la fin, c'est vraiment votre désir qui va parler. Alors j'espère, voilà, que je me dis que de m'avoir invité, que ce sujet soit mis à l'ordre du jour, ça traduit un peu ce désir. Dans ce cas-là, si c'est ça, dites-vous que la partie la plus difficile, elle est déjà faite. C'est vraiment cette étape-là. Ensuite, voilà, on peut rater nos objectifs, mais une chose est sûre, on les ratera de manière certaine si on ne passe pas à l'action. Donc, si je ne me trompe pas et qu'il y a ce désir, eh bien, je vous encourage à y aller. Merci. Merci. Donc là, on est vraiment dans l'objectif de créer une culture commune entre patients et praticiens, psychiatres ou autres, d'ailleurs. C'est assez large. Okay. Donc on va voir avec Nicolas Dalibard, excuse-moi, de continuer un petit peu dans cette expertise du patient. Alors je fais la différence, moi, entre patient et usager, pour rebondir. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Vraiment merci de cette invitation et je suis très heureux de passer juste après vous parce que donc je suis patient expert enseignant, notamment dans le cadre de la PHP à Descartes, en addictologie. Et bien c'est un désir qui a été mis en action, c'est-à-dire un programme qui a été pensé. On en arrive à maintenant la 6e année avec des effectifs de patients enseignants qui ont grandi. On a des études de satisfaction aussi qui reviennent avec des scores quasi soviétiques, avec des 91% d'étudiants satisfaits, avec des témoignages qui sont effectivement là pour nous d'abord nous rassurer sur le rôle que l'on a auprès de ces jeunes. Alors de ces jeunes médecins, on travaille avec des internes en médecine générale, mais ça serait réplicable bien évidemment à d'autres spécialités, et en particulier, je l'espère, bientôt la psychiatrie. C'est que c'est un grand moment en fait dans leur parcours. Souvent les témoignages qu'on a, c'est que c'est un moment à part. J'ai bien entendu quand Madame Chopin disait tout à l'heure, ce qui serait dommage, ce serait d'avoir un père aidant ou un patient expert dans un service pour faire joli. Et je me disais en l'écoutant que peut-être l'avantage que l'on a à rencontrer les médecins en formation, les psychiatres en formation, c'est de les convaincre qu'on devient une véritable aide et un outil de soin dans l'attirail qui est à leur disposition.
vous posez la question du meilleur cours qu'on avait eu quand on était petit. Moi, j'ai fait une école de commerce, entre autres, et les meilleurs cours qu'on avait, c'était quand même ceux où on avait un professionnel qui venait nous voir avec un cas pratique et qui nous posait une question concrète dans laquelle on allait pouvoir mettre en application nos savoirs. Alors moi, je suis publicitaire, donc les meilleurs, évidemment, les meilleurs cas, ceux que je préférais, c'était ceux qui concernaient le marketing ou la communication. D'abord parce qu'on avait le droit de se tromper, on avait le droit d'essayer des choses. Et je trouve que dans cette rencontre qu'on a avec les internes en médecine générale, par exemple, ça se passe en 2 temps. Le premier, avec 1 mois et demi, 2 mois d'intervalle entre les 2 cours. Le premier, c'est un temps d'échange sur les spécificités de ce que sont la dictologie en particulier, quelles sont les spécificités de cette maladie. On travaille sur l'idée du déni, sur les pensées automatiques. Et déjà, on témoigne auprès d'eux, voilà, de ce qui a été notre parcours. Donc, on leur donne quelques éléments pour comprendre un petit peu cette maladie en particulier. Et on leur confie une mission qui va être de mettre en application cette phrase un peu forte avec laquelle on les laisse, qui est qu'ils sont les interlocuteurs privilégiés pour commencer à parler de cette maladie. Vraiment, l'essentiel de notre travail avec eux, c'est libérer cette parole, faire l'avance de cette parole pour qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise pour poser systématiquement ou quasi systématiquement la question des consommations, des addictions. C'est pas évident, hein, c'est pas quelque chose qui est évident, c'est pas inné. On parlait du savoir-être, du savoir-faire. Là, on est vraiment sur une posture de savoir-être. On est souvent face à des portes fermées, des fenêtres fermées, et l'idée, ça va être de travailler avec eux sur comment est-ce qu'on passe par la cheminée pour aller à la rencontre du patient. Et donc, on les laisse repartir avec cette consigne d'essayer de mettre en place ça dans les stages dans lesquels ils sont. Et le temps le plus fort, je pense, c'est celui où ils reviennent avec des vignettes cliniques et ils vont rejouer le patient qu'ils ont rencontré en mettant en face d'eux un de leurs collègues, confrères ou consoeurs, avec un 3e étudiant qui va être là en observation. Et finalement, en créant cette espèce de dispositif où il va y avoir cette mise en situation et puis un temps de recul sur la pratique, c'est un très très bon moment d'analyse, de compréhension de cette pratique. Avec évidemment des choses qui vont être très bien faites. Je suis étonné de voir d'année en année, d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre du générationnel et de l'enseignement qu'on retrouve dans d'autres disciplines enseignées en médecine, mais il y a un changement de posture. Et quand on parlait du rapport de pouvoir, je pense qu'il y a quelque chose qui commence à être de plus en plus incorporé, qui est que le patient peut être véritablement source d'apprentissage et de savoir, sauf à être soi-même, être passé par cette maladie, finalement, on entend peu de patients rétablis vous reparler de votre parcours. En général, une fois qu'il est rétabli, il s'en va, loin si possible. Donc ça, c'est aussi le rôle du patient expert, c'est de pouvoir faire remonter un peu un vécu, de pouvoir travailler avec les équipes soignantes sur son expérience, son parcours du soin, son expérience du soin, son expérience des traitements, le cas échéant, avec un langage commun, puisqu'il y a cette formation théorique qu'on reçoit, et puis ce savoir expérientiel qu'on vient apporter. Et finalement, mettre des étudiants dans une situation où ils vont pouvoir se confronter à une problématique qui a été travaillée en amont, faire des erreurs, revenir dessus, redébriefer, ce droit à se tromper, c'est assez rare en médecine. En général, enfin, vous le disiez, se tromper, c'est possible, mais il y a des conséquences. Là, ce qui est assez beau, je trouve, dans cet exercice-là, c'est ce droit à essayer des choses, à recommencer. Et puis, il y a cette phrase qui dit « il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que lui apporter du poisson systématiquement ». Dans cet exercice-là, voilà, il y a un premier apprentissage de comment prendre en compte la spécificité de cette maladie qui est l'addiction, la dépendance. Moi, c'est j'ai envie de dire aussi qu'est-ce que ça apporte donc, à cet enseignement. Clairement, ça leur apporte beaucoup en termes de retour d'expérience. Donc, c'est à la fois du savoir-être, du savoir-faire, et puis une forme de curiosité désormais pour, au fond, qu'est-ce que je peux apprendre des patients. En retour, nous, ça nous apporte beaucoup aussi. Parce que patient expert, c'est un grand engagement désormais pour moi. J'ai vraiment mis ma vie de publicitaire un peu plus sur le côté. Aller au contact de ces étudiants, aller au contact et travailler avec les équipes soignantes, c'est moi me rappeler systématiquement quelle est ma spécificité à moi en tant que patient expert. Je suis soignant d'une certaine manière, mais ça me rappelle vraiment le rôle et les compétences de chacun. On travaille avec les infirmiers, on fait notamment des mises en situation, des jeux de rôle comme ça avec les infirmiers.
on est en échange en permanence avec les assistantes sociales. Et donc, dans l'idée d'une équipe pluridisciplinaire qui partage une expérience commune, bien, à travers ces formations, il y a à un moment donné l'idée de se confronter au vécu de la maladie avec des retours d'expérience qui vont être communs. Donc je pense que même pour décloisonner un tout petit peu les métiers, quand on prend une équipe soignante, travailler avec un patient, c'est une bonne occasion parce qu'au fond, il vous renvoie, notamment à travers ces jeux de rôle, il vous renvoie à un vécu, à une expérience qu'il va pouvoir partager et avec des erreurs qui seraient des erreurs qu'on pourrait commettre dans le relationnel, qu'on soit psychiatre, médecin, infirmier. Et au fond, cette idée de pouvoir ensuite débriefer, travailler sur cette situation tous ensemble, fait que on ressort, je pense, moi c'est la sensation que j'ai, avec la sensation d'avoir vraiment vécu quelque chose et non pas appris quelque chose. Donc il va être de le mettre vraiment, j'ai incorporé un savoir, j'ai incorporé une expérience. Vous parliez des postures, vous parliez des éléments de langage. Il se passe beaucoup de choses sur ces 2 séances-là, et avec beaucoup d'appréhension. Au tout début, il y a des gens qui venaient juste en se disant qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, on a le plus beau des compliments qu'on nous ait fait, c'est que c'était le cours le plus intéressant du cursus. Alors quand je repars de ça, et puis alors vraiment d'un point de vue personnel, vous n'imaginez pas la fierté que ça peut être quand on a été soi-même patient, que de se retrouver face à des médecins, discuter avec eux, discuter de ce qui n'avait pas marché dans la relation que j'ai eue moi avec mon médecin, de ce qui a pu fonctionner. C'est une espèce aussi de remerciement pour tout ce qui m'a été donné, que j'ai pu recevoir des équipes soignantes, notamment à Bichat. Et donc c'est un échange qui est toujours très, très enrichissant pour les 2 parties. On parlait de gagnant-gagnant. À terme, ce sont les patients qui en bénéficient le plus, mais chacun repart de son côté avec vraiment la sensation d'avoir à nouveau appris quelque chose. Et c'est, si je devais clore avec qui d'autre que les psy addictos pour former les psy addictos, les patients. Voilà. Donc je terminerai juste sur cette phrase. Merci pour cette conclusion. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Ouais, on va prendre 2 questions courtes. Allez, le premier. Alors, c'est pas vraiment une question, et je me permets une remarque parce qu'en fait, moi je suis Arnaud Bagdassarian, je suis membre de l'AFEP, donc l'asso des internes de psychiatrie que je représente un peu aujourd'hui. Et moi je rejoins un peu Madame Vachès-Gatsia, je crois, sur les portes fermées, parce que moi je sais, ce qu'en parlant avec des internes de chez moi et d'autres villes, que tout ce que vous avez dit, c'est des trucs qui nous intéressent beaucoup. J'ai été surpris parce que vous disiez qu'ils trouvaient ça plus intéressant au niveau des patients après que ça ait lieu qu'avant, parce qu'avant on a tous envie de ce genre de choses, des simulations. En revanche, assez régulièrement, c'est pas partout le cas, de Strasbourg on a des bons retours, qu'on n'a pas trop notre mot à dire sur notre formation en tant qu'interne. On a souvent porte fermée au niveau des professeurs qui ont décidé que c'était comme ça, et nous on est intéressés par tout ça, les jeunes. Je pense pour ça qu'il y a une association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues, parce qu'on sort un peu des guerres de clochers, mais l'accès à ce que nous on aimerait bien apprendre est assez compliqué. Pas partout, mais quand même c'est assez récurrent pour que j'en parle aujourd'hui. Eh bien, merci. Je pense que merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a, est-ce que peut-être, oui, Pierre Vidalier, vous avez envie de réagir, peut-être? Oui. Je pense que ça va évoluer aussi. C'est vrai qu'on y est de plus en plus. Je pense qu'on y est de plus en plus attentif. Alors moi, je suis à Strasbourg. Effectivement, tout ce que vous avez dit. On a l'impression de le faire des fois, alors peut-être qu'on ne le fait pas assez, voilà, on travaille avec les auditeurs de justice aussi pour s'acculturer. Une culture commune, je ne sais pas, moi je pense qu'il faut aussi une confrontation des cultures, il faut une dialectique entre les cultures, il faut que les cultures soient différentes et qu'on puisse se causer, quoi, parce que sinon c'est une culture unique, c'est pas l'idéal non plus. Et pour la formation, là je vous renvoie aussi à votre autonomie. Bien sûr, vous avez une formation qui est dispensée par votre université et vos enseignants. Rien ne vous empêche quand même de prendre aussi un peu votre formation en main. Il y a des DU, il y a des masters. Allez-y, quoi. Voilà. N'attendez pas seulement, vous êtes grand, vous êtes adulte, vous n'êtes plus des étudiants en médecine. Et d'ailleurs, un des points auxquels on est sensible, c'est les jeunes étudiants en médecine, où là, il faut très vite les acculturer. Et le programme RID dont je parlais tout à l'heure, il est sur très tôt dans les études de médecine, parce qu'on a une stigmatisation aussi par nos propres collègues. Et quand ils découvrent la santé mentale et les patients, vraiment, ils changent de perspective.
Merci. J'ai une question sur ma gauche. Je la prends. Bonjour. Moi, je suis Alison d'Oliveira, de base de formation initiale. Je suis assistante sociale et je travaillais en psychiatrie. Et je me pose la question aussi de ce dézoom par rapport aux professionnels qui accompagnent les patients. Je constate qu'il n'y a pas pour le moment d'intervenant qui vient du travail social. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est vraiment une place qui permet une compréhension globale de la personne et qui va souvent venir débloquer en fait des choses dans son quotidien, dans sa vie, qui permettent d'avancer sur le plan de la santé psychique. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir votre retour là-dessus et comment les étudiants peuvent être formés ou en tout cas connaître mieux les intervenants qui gravitent autour des patients quand ils ont des problématiques addicto ou psychiatriques. Juste, comme j'ai été assistante sociale pendant 20 ans, je me permets de rebondir un peu sur la même problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, nos professions, elles se forment en silos. Et c'est ça qu'on veut lutter, en fait. Il a raison, c'est-à-dire pas faire une seule culture, mais se dire que l'être humain qu'on a en face de nous, la personne qu'on a en face de nous, mérite toutes nos spécialités. Donc, je veux dire, prenez en main aussi ça, parce que moi, je veux dire, on a entendu ce matin quelqu'un par rapport à la psychothérapie institutionnelle, et donc les vieilles choses qu'on avait dans nos chaudrons, ressortons-les. Moi j'ai fait du travail de groupe avec les soignants qui étaient dans mon équipe, l'ASH, la secrétaire, enfin vous voyez, inventons à nouveau, soyons libres. Là je ne comprends pas. Tout est comme si c'était ficelé, vous voyez. Alors il faut être patient expert pour avoir le droit à la parole, il faut être, je ne sais pas, assistante sociale de quel grade pour avoir le droit à la parole. Vous voyez, allez, un peu d'audace, un peu d'audace. Alors justement, parce que comme ça a effectivement beaucoup de sens, qu'il y ait toutes ces professions qui sont toutes des choses à dire, et que l'espace il n'est pas infini, et qu'en plus l'intérêt c'est que tout le monde croise les regards, j'ai créé un programme où les étudiants se rencontrent, ils sont tous en dernière année de leur cursus, dans plein de professions différentes, 8 professions par groupe, ils se rencontrent tout seuls en dehors de l'université avec des thèmes à aborder avec un patient. Et ils réfléchissent autour de ce patient, avec ce patient, sur les thèmes qui leur sont abordés. Et là, c'est l'occasion, et en dehors. Voilà, et ils ont des traces d'apprentissage à renvoyer, on les rassemble à la fin. Et là, on arrive à avoir 10 professions qui croisent leurs réflexions, et ces rencontres, on les fait comme ça. Et c'est effectivement une grande demande des étudiants qui réclament de l'interpro à chaque congrès de la CIFEM. Et voilà, donc voilà, cette proposition existe, et là je fais un appel parce que j'ai très envie de la mettre en œuvre en psychiatrie. Pour le moment on le fait surtout avec des médecins généralistes. Si fréquentez les GEM, vous aurez, là vous pouvez rencontrer des gens tout mélangés, c'est des citoyens, des gens qui vivent à côté de chez vous. On continue à se parler alors. Un mot pour clore. Oui, c'est juste un petit mot en parlant de cette des croisements des disciplines. C'est aussi quand on est patient et qu'on parle avec donc les spécialistes ou des médecins, rappeler que dans notre parcours, tous les profils vont compter. Toutes les rencontres qu'on a pu faire en compter, et quelque part dans ce rapport de pouvoir ou de sachant un peu détenteur de la solution, eh bien, au fond, se faire entendre dire qu'on est un maillon essentiel d'une chaîne de soins, c'est aussi peut-être se remettre un peu en question dans le bon sens du terme sur la place qu'on doit avoir dans la relation qu'on a avec son patient. C'est comprendre qu'on fait partie d'une équipe, et ça nous permet de faire passer un certain nombre de messages sur, au fond, si ça a marché pour nous, ce qui a marché pour nos autres patients. Il n'y a pas une solution unique, c'est vraiment une équipe qui vient travailler à tout ça. Et nous, on sera ravis de toutes les initiatives que vous pourriez prendre. N'hésitez pas à nous joindre, on viendra vous rencontrer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous.